transformons une année avec Howard Phillips Lovecraft, ça veut dire que on est je sais plus, on est le 15 février aujourd'hui, on est le 15 février 1925, vous connaissez notre petit rituel est d'aller visiter son petit calepin à Lovecraft, où scrupuleusement il remplit ce qui a été fait ou ce qui doit être fait, ce petit calepin qui sert ensuite à rédiger des lettres, certaines qui nous sont parvenues, mais pas dans leur intégralité, à ses deux tantes, la tante Lillian et la tante Annie Gamwell, qui vivent, elles, à Providence, ou à son épouse Sonia, qui est encore là pour quelques jours à Cincinnati. Mais ça, lettres qui ne nous sont pas parvenues, ben pourquoi pas y aller tout de suite, ordi. On est dimanche, oui on est dimanche, toujours une journée de décalage entre le 15 février 1925 et nous qui sommes seulement samedi, mais déjà le 15. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes, waouh c'est du consistant parce que en plus il a fait un petit ajout ici. Alors, Chair Morris, les fauteuils Morris, c'est quelque chose de traditionnel. Alors, les Morris Chair, en voilà quelques exemples. En cherchant un peu les anciennes, c'est quelque chose de confortable parce qu'on a du tissu, on a un dossier qui peut légèrement s'incliner et si tout va bien, c'est pas attesté pour Lovecraft, on peut déplier un repose-pied. Donc la Morris Chair, vous voyez celle-ci, fauteuil Maurice en hêtre, France 1925. Waouh, ben lui, il n'aurait pas payé ça 2250 €. Et s'il avait la possibilité de revendre la sienne pour ce prix-là, je crois qu'il préférerait aller s'acheter des livres. Mais cette Morris Chair joue un rôle évidemment très important, puisque je vais vous montrer d'ici peu là, le plan de son studio. Il y a une fenêtre, c'est une pièce d'angle, elle est juste dans le coin. À côté, il y a une petite table où on peut mettre les livres à lire avec une lampe. Et juste derrière lui, qu'est-ce qu'il a? Le radiateur. Ce qui fait que la Morris Chair, c'est l'endroit où on peut aussi passer la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des lattes là pour tenir la partie inférieure. Et bon, Lovecraft, il fait pas loin de 90 kilos. C'est un grand gabarit qui a pris beaucoup de poids depuis son mariage. Et hop là, ça s'est effondré. Mais vous savez qu'il connaît un réparateur de chaises. Récemment, on a eu ce problème là. Donc, mais aujourd'hui, ça va être ça, la tâche. Il va en parler pendant au moins 3 jours de cet événement. En plus, c'est de la dépense. Et puis, il va falloir la transporter. La chaise Maurice s'est effondrée. Il faut la réparer. Sinon, Read New England Book, vous savez, c'est il y a 3-4 jours, avec Kirk, ils étaient allés juste en haut de Manhattan, dans le quartier de Yonkers, pour visiter une librairie d'occasion. Il avait trouvé pour quelques dollars tout un paquet de livres sur Providence, sur la Nouvelle-Angleterre, sur le vieux Boston. Et bien là, c'est ce livre de se nommer Clinton, paysage de la Nouvelle-Angleterre. Je vous ai donné la référence, je crois que c'était il y a 3 jours. Et bien c'est aujourd'hui que ce livre-là, on se met à le lire. Et dormi dans la chaise. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a dormi dans la Morris Chair que ce matin, il y a une latte et il s'est réveillé le cul par terre? Ou au contraire, parce que la Morris Chair était déjà out, qu'il a dormi sur une autre chaise? On ne saura pas. En tout cas, vous savez, dans le mémoire de Sonia, son épouse, Mémoire sur la vie privée de Howard Phillips Lovecraft, il y a souvent cette réflexion que la nuit il écrit. Donc, en journée, souvent il dort. Il a la tête qui est appuyée là, sur le coude, et tous ses copains se moquent de lui parce que Lovecraft, en gros, dort à sa table. Qui arrive? Est-ce elle?
Allez, Samuel Loveman. Qui on va chercher si Loveman arrive? On va chercher à l'étage au-dessus George Kirk. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, là, il faut qu'il tape. Loveman, ben non, parce que Lovecraft, il aime pas trop ça, mais il a ramené un poème qu'on connaît parfaitement, qui est recopié, même il l'a recopié à sa tante Liliane, qui s'appelle L'Hermaphrodite. Tout un programme pour Loveman. Et, ben, il s'agit de le dactylographier. Loveman, qui est quelqu'un qui travaille dans des librairies, il ne sait pas faire. C'est Lovecraft qui s'acquitte de la tâche. Donc ça va être très bien parce que probablement Loveman, c'est lui qui va payer les consommations, puisque ensuite on descend vers Manhattan, on traverse le Brooklyn Bridge et on retourne au Little Blue Books. On en a parlé plein de fois, vous savez, ces petits livres à 5 cents qui vont passer là la semaine prochaine à 10 cents, et Lovecraft en fait provision. Il semble même qu'il y soit retourné encore une fois dans cette librairie là avec tous ces 694 titres de toutes sortes. Lui, c'est plutôt des livres sur la science qu'il prend là, comme nos petits que sais-je, mais on y reviendra. Donc et comme on est dans un moment où il y a plus là de lettres aux tantes pendant quasiment un mois, on doit bien faire là avec juste ces petites allusions. Et comme ils sont au milieu de Manhattan, ils s'en vont dans ce bistrot qui est pour eux un des bistrots fétiches, c'est le Double R. Là aussi on en a parlé, je vous ai mis des images. Ouais, c'est comme ça, on affronte là le cœur du projet, c'est qu'il faut tenir avec des choses, des lieux dans lesquels on a déjà passé. Alors là, on aura le détail parce qu'il écrit poems. Alors quand il se retrouve au Double R, là, qui est une sorte un peu pour bistrot pour les artistes, avec lumière d'ambiance, etc. Ils ont déjà joué à ça l'autre jour avec Loveman et Kirk. Chacun dans son coin écrit des poèmes. Et là, l'idée, c'était d'écrire des poèmes à la façon élisabéthaine. Est-ce que ça apporte quelque chose? Ben non, mais qu'est-ce que font les surréalistes? Exactement en même temps, à Paris, avec leurs cadavres exquis, ou quand ils se retrouvent au Café des Oiseaux, Square d'Anvers, ou à Pigalle. Et c'était tellement bien, ce bistrot, là, avec ses banquettes de Moleskine rouge, avant que ça devienne une espèce de bouffe vite. Toutes ces choses qui auraient dû demeurer et sont passées. Moi, j'ai connu le Café Les Oiseaux, Square d'Anvers. Maintenant, il est très triste, mais bon, il est toujours pareil. Et puis, ce bistrot, là, place Pigalle, place Clichy, non, entre les deux, ouais, dans ce coin-là. Enfin, en tout cas, là, juste en face, là où débouche la rue Fontaine, qui était le rendez-vous des surréalistes, c'est fini. Eux, c'est le Double R, et on se retrouve là, on va rester pendant 2 heures, et Loveman et Lovecraft, Kirk, je vois, il doit s'occuper autre chose, écrivent des poèmes à la façon élisabéthaine. Suite à la suite de quoi? Subverb, là ça veut dire qu'on reprend le métro, on retourne chez Samuel Loveman, vous savez, donc on est remonté à Brooklyn. Loveman est dans un quartier qui s'appelle Brooklyn Heights, pas très loin de chez du Clinton Street où habite donc Kirk et Lovecraft, mais il préfère garder ses distances. Et là, on discute encore, et on reviendra prendre un café au Tiffany, donc la cafétéria qui est juste en dessous, et puis on remonte et on va au lit. La veille, il avait dormi dans la chaise. Là, il va dormir au lit. C'est le programme d'aujourd'hui. Maintenant, on va voir les à côté. Alors mon petit PDF, le voilà. L'actualité, évidemment, encore, c'est Floyd Collins. Donc on est aujourd'hui dimanche. Alors je vous ai dit, c'est pas que je triche un peu, mais le Times du dimanche, avec son supplément littéraire et son magazine photo, c'est-à-dire que ça fait en tout 180 pages avec ces espèces de petits livrets là inclus. Le supplément littéraire est de format
format plus petit que le journal. Lovecraft, lui, il achète le samedi soir. Et même là, ce qu'il dit quand il a lu dans la chaise, aujourd'hui, on va aller le voir. Ce qu'il a lu dans le journal acheté la veille au soir. Et donc, ce magazine photo, alors la qualité, évidemment, nous, on n'a pas accès, c'est des choses qui ont été scannées, mais le New York Times travaille à fond sur ce supplément d'une, disons, 15-20 pages, avec chaque fois un travail énorme de composition graphique, légende, là, vous voyez, 3 macarons plutôt ellipsoïdaux, ovale vertical, ovale horizontal, une grande image, là, avec l'entrée du boyau de la grotte, et puis un reportage. Et donc, c'est l'ouverture du New York Times Magazine photo, c'est Floyd Collins. Le forage se rapproche, on est entré dans une zone avec beaucoup de fissures, on n'est pas loin, on sait qu'on doit être à 2 mètres par là, il faut y aller avec précaution, mais on n'a pas encore rejoint Floyd Collins. Alors la transcription, non, j'ai pas fait d'erreur, c'est ce que je vous ai dit. Les retours ici sur l'histoire des Little Blue Books. Alors j'ai fait un petit résumé, mais vous savez qu'on a en France ce super petit livre là, super livre là de Goulven Le Brecht, qui raconte que quand il était étudiant à Rennes, il tombe là sur cette histoire qu'il en fait son master, et puis on arrive là à ce livre qui est un vrai roman d'aventure, et là qui pour Lovecraft du coup est une vraie documentation, même si l'histoire des Little Blue Books a continué jusqu'au début des années 70. Alors, le New York Times, toujours je vous prends un article que je traduis, et je m'excuse, des fois c'est intéressant, des fois pas intéressant. L'idée aussi c'est que on prend pas les grandes choses, on prend les choses significatives, sachant qu'on va en avoir 365, 370 même, puisqu'on va aller jusqu'au 6 janvier 1926, date de son départ-retour à Providence. Donc dans cette fresque, je voudrais que chaque élément ce soit des petites intersections vivantes, des tout petits embryons, de petites cellules vivantes. Et là, il s'agit de quoi ? On est dans la famille Rockefeller. Alors Rockefeller, sûr que rien à voir avec les Lovecraft, mais il y a toujours ça. Vous savez que par exemple à Providence, il va souvent à Newport, donc c'est à la fois la plage la plus luxueuse, le coin, ça reste, vous savez, le festival Newport, et puis les festivals de Newport, les New-Yorkais riches rejoignent ça en bateau, et puis il y a toutes ces villas là, des grands magnats de l'industrie, donc toutes ces choses s'interpénètrent. Mais là, c'est une grande question éthique et morale. Allez, je ne vais pas vous raconter que Mick Jagger, dans une interview récemment, il disait ça, il dit « Non, j'ai pas voulu aider trop mes enfants, il fallait qu'ils apprennent à se débrouiller eux-mêmes. » Bon, quand même, il y a le papa et le matelas derrière, même s'il dit aussi... c'est quelque chose qui m'a toujours étonné dans ma vie, ce mystère qui a été d'avoir beaucoup d'enfants, et que, en gros, comme si ma logique était d'avoir beaucoup d'enfants, et je l'ai découvert seulement rétrospectivement. Bon, là on n'est pas exactement dans le même monde, mais la question chez les Rockefeller, c'est ça. Est-ce que on ne doit pas justement priver la fille, Edith Rockefeller, de l'héritage dans son propre intérêt ? Et donc, la décision de la famille, c'est de laisser l'argent à une fondation, et puis que la Edith, elle se débrouille. Elle n'est pas d'accord, et elle va faire un procès à la famille pour récupérer son dû, et finalement elle aura gain de cause, rien de plus, en tout cas c'est ça que j'ai recopié. Elle va quand même toucher 8 millions de dollars, c'est pas rien. Vous voyez les sauveteurs là, qui disent que peut-être aujourd'hui ils vont rejoindre Floyd Collins. Vous reviendrez demain, vous reviendrez après-demain, on continuera d'en parler. Alors maintenant, donc ce New York Times supplément littéraire, et le fait que Lovecraft mentionne explicitement, mais ça reviendra d'autres fois, qu'il l'achète et qu'il le lit. Et pour nous donc important d'aller voir
qu'est-ce que c'est ces suppléments littéraires? Est-ce que c'est la même chose que nous, ce qu'on peut trouver, enfin moi je m'occupe plus tellement de ça, mais autrefois quand c'était le jeudi, tu avais le Monde des livres et le Libération Livre qui paraissait en même temps, tu avais le Figaro littéraire et tout ça. Je crois même que ça existe encore, ces choses un peu fossilisées qui continuent, là, mais comme l'industrie du livre continue là aussi avec ces trucs qui durent 3 semaines à la mode et puis tout le monde parle des mêmes et puis au revoir. Eh bien, peut-être ça vaut le coup d'aller regarder d'un peu près comment ça pouvait être, parce que ça a à faire avec le statut de la littérature. Et le statut symbolique de la littérature, en quoi justement il devient d'autant plus actif qu'il repousse à distance ces jeunes types de 30 ans auxquels toutes les portes littéralement sont fermées, sauf une, celle des magazines populaires. Alors par exemple, là, dans le New York Times, le New York Times Book Review, donc c'est une pleine page. Donc combien ça fait? Ça doit faire 3000 mots, 4000 mots. En tout cas, c'est quelque chose d'épais. On n'est pas là dans un commentaire d'actualité. Or, il s'agit de Keats, une nouvelle biographie de Keats qui vient de sortir. Mais on a vu que récemment, Lovecraft et Belknap Long se sont rendus à la Public Library, la grande bibliothèque, comme notre bibliothèque nationale, là, sur la 5e avenue, parce qu'il y avait une exposition là, des manuscrits de la collection Morgan. On les retrouvera, la collection Morgan, on peut la visiter à Philadelphie. Moi, je l'ai visitée, évidemment, quand on aime les livres, c'est tellement admirable. Et dans cette exposition, il y a un petit médaillon avec une mèche de cheveux de Keats, ce qui avait fait leur admiration. Et on verra que Lovecraft va retourner plusieurs fois dans cette exposition de manuscrits, et donc lire un texte sur ce qu'on apprend dans une nouvelle biographie de Keats. Ben oui, voilà, la chaise toute la nuit. Un auteur irlandais, mais c'est pas James Joyce, c'est lui encore dans les limbes James Joyce, mais tout ce qui est européen prend comme ça une survaleur encore. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Sinon, mais vous voyez, par exemple, comment Rob Grillet, Claude Simon, Nathalie Sarraute, Robert Pinger, comment ils ont gagné leur vie? Avec les bouquins qu'ils vendaient? Ouais, peut-être sur le tard. Ah, mais c'est les conférences dans les FAQS. Donc cette valorisation symbolique de l'Europe terre de littérature, c'est quelque chose qui a continué encore très longtemps. Et évidemment, maintenant, bascule dans l'autre sens. Une ouverture, est-ce que la nouvelle littérature qui se publie à Moscou, là, 8 ans après la révolution bolchevique, ces auteurs qui émergent et qui, alors il ne s'agit pas d'Aksionov, et ces auteurs que moi je ne connais pas, mais là encore, pensez par exemple à ce rapport Révolution française et comment Chénier, Chateaubriand, etc. émergent, mais rétrospectivement. Donc cette question-là, la Révolution et une nouvelle forme de littérature, elle se pose. Et voilà, une page sur que la maison d'enfance de Charles Dickens a été transformée en bibliothèque pour les enfants. Un article aussi, page suivante, sur John Donne, sardonique, sauvage et saintement John Donne. Qui peut aimer la littérature anglaise sans que John Donne soit là au milieu? Voilà ce qu'il lit Lovecraft là sur sa chaise dans la nuit. Je crois que j'en ai pris 2 autres encore, 2 pages. Eh bien, par exemple, une grande colonne sur toute la hauteur de la page, plus la moitié d'une autre sur Gobineau. Et Gobineau, dans ses positions idéologiques, c'est pas quelqu'un d'éloigné ou de si éloigné de Lovecraft. Alors lui, est-ce que ça la rejoint parce que on n'a pas vraiment mention ni de Gobineau dans son travail, n'empêche que, là aussi, c'est ce qui vient à lui par le supplément. Là, le fait qu'en Allemagne s'affirme, alors on peut regarder Clara Wiebe, vous connaissez? Jahrhundert Kurz, vous connaissez?
Youn Elias, vous connaissez? Ilse Reich, vous connaissez? Voilà des femmes écrivains allemandes. Effectivement, le moteur de la conservation littéraire, il fonctionne avec plafond de verre. C'est pas pour ça que ces auteurs-là, ce serait à avoir là dans notre bibliothèque tous les jours. Mais et ces questions-là sont importantes en tant que telles. Si on doit venir revisiter, c'est-à-dire quels sont les mécanismes par lesquels l'histoire littéraire se recomporte en intégrant des fonctionnements d'éviction selon le dominant masculin, eh bien peut-être que ces 4 noms reviendraient vite, et peut-être que des amis allemands comme Hans Eisler, Hans, tu les connais peut-être toi, ces quatre dames, et puis Knut Hamsun, Lovecraft connaît donc Knut Hamsun. Est-ce que pour autant il va le lire dans les Collected Essays de Hippocampus, toujours Esti Yoshi? On a donc son essai sur tout ce qui rassemble ses articles de critique littéraire, et puis son essai sur la littérature surnaturelle. Eh ben non, il n'y a pas mention de Knut Hamsun. Et pourtant, prenez la fin, par exemple, de Knut Hamsun. Est-ce que là, on est si loin de Lovecraft? Non. Pour nous, là, c'est ces mêmes figures tutélaires qui, à distance, là, nous enseignent quoi? Comment aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, se dire encore ce qui vaut le coup, c'est d'écrire. Voilà, la nuit de Lovecraft avec le supplément littéraire du New York Times ce soir. À demain.